Et j'invite Barbara et Nathan à me rejoindre ici à la table. Je ne sais pas si vous préférez être à ma gauche ou à ma droite. On va modérer avec Barbara cette session que je la remercie vraiment d'avoir organisé ce sujet parce que c'est un sujet qui a fait l'objet d'une part d'énormément de publications et les cellules adipeuses, les cellules souches, on va voir, on va en parler longuement ici, ont des applications considérables et je crois qu'aujourd'hui, on va avoir des exposés passionnants et variés. La seule chose, je mets en garde, et je l'ai déjà dit à Barbara, on n'a malheureusement que 2 heures à peine et demie. Et donc, je vous demanderai à chaque orateur d'être le plus concis possible pour qu'on puisse avoir des débats et des discussions, car je pense que plein de sujets mériteront des discussions. Alors, j'invite d'abord Ali Mojalal, qui est en En vidéo, je distance. crois. En fait, c'est une communication enregistrée. D'accord. Et ben alors, on va écouter sa communication et Barbara, on fera peut-être un débat sur sa communication juste après. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas eu le temps de la tester, hein. Télécharger la présentation. Barbara n'a pas le don Je d'ubiquité vais ou n'a pas le don de duplicité, mais elle a la par chance d'avoir à sa opposition au gauche tissu adipeux Catherine brun. Berger-Régalé, Le tissu qui adipeux blanc signe. et jaune. Je vais vous parler du tissu adipeux blanc par opposition au tissu adipeux brun. Le tissu adipeux est considéré comme une glande blanc et jaune qui sécrète des hormones, des cytokines appelées adipocytokines. Et ces adipocytokines, je vais vous parler du trois. Le tissu adipeux est considéré comme une glande qui sécrète des hormones, des cytokines appelées adipocytokines. Et ces adipocytokines agissent sur trois systèmes: le système métabolique, le système euh, immunitaire et le système vasculaire. Parmi ces hormones, deux sont spécifiques au tissu adipeux, la leptine et l'adiponectine. Ces hormones, on ne peut pas les retrouver dans d'autres glandes. Les adipocytes, qui sont les cellules matures, ont deux sous-populations. On a les petites cellules de 20 à 40 microns et les grandes cellules de 60 jusqu'à 200 microns. On sait que l'adipocyte est capable d'augmenter sa taille, notamment lors de la prise de poids, de 10 fois. C'est-à-dire les adipocytes de 40 ou 60 microns peuvent terminer à 400 microns. Ce qui est important à savoir, c'est que ce sont les grandes cellules qui peuvent grossir. Les petites vont rester toujours petites. Et ceci a une importance parce qu'aujourd'hui, on sait que les petites cellules vont plutôt sécréter des facteurs anti-inflammatoires, alors que les grandes cellules sécrètent plutôt des facteurs pro-inflammatoires. Donc, ceci a un rôle dans le fait de la greffe adipocytaire comme nous faisons nous. C'est-à-dire, plus on va recueillir et greffer des grandes cellules, plus on va avoir des réactions inflammatoires importantes. La SVF, elle est composée donc de plusieurs types cellulaires. Les adipocytes, les cellules souches adipocytaires, donc les stem cells ASC qui nous intéressent, ne représentent qu'environ 10% de cette SVF. Le reste, on y retrouve des préadipocytes, des cellules endothéliales, des fibroblastes, des péricytes et des cellules immunomodulatrices. Pour obtenir le tissu adipeux, donc on va d'abord faire un prélèvement type liposuction. On va laver et centrifuger la graisse pour obtenir une graisse pure où on va éliminer les cellules sanguines, comme vous voyez ici, avec le liquide d'infiltration. Les cellules adipocytes qui éclatent vont libérer de l'huile et ceci va être également éliminé. On va garder que le centre de la seringue qui sera la graisse purifiée. Ceci peut être réinjecté à la patiente, c'est du tissu adipeux autologue. Si on veut obtenir la SVF, la stromal vascular fraction, il faut à ce moment-là mettre l'enzyme qui est la collagénase pendant 30 à 45 minutes, parfois 60 minutes, puis centrifuger une deuxième fois. À ce moment-là, on obtient une graisse liquide et après la seconde centrifugation,
nous obtenons un culot ici qui est la SVF. Ce culot va contenir plusieurs types cellulaires, tout ce que je vous ai décrit dans la SVF. Donc, on a à ce moment-là, au bout d'une heure et demie de process, la SVF qui peut être obtenue. Par contre, si on veut les cellules souches adipocytaires purifiées, là, il faut mettre la SVF en culture. Et ça demande un laboratoire de culture cellulaire où on va mettre les cellules dans un milieu spécifique où les cellules souches du tissu adipeux vont adhérer au plastique, les autres cellules vont être éliminées. Ceci, il faudra entre 4 à 7 jours de premier passage. Si on veut plus de cellules, à ce moment-là, on peut les mettre en culture pour l'expansion, multiplier les cellules. Une cellule souche, c'est une cellule qui est capable de s'auto-renouveler. C'est une cellule immature, c'est une cellule mère qui peut s'auto-renouveler et de se différencier en différentes lignées cellulaires de la même lignée. Là, on parle de cellules souches du tissu adipeux, donc ce sont des cellules mésenchymateuses. La cellule souche du tissu adipeux pourra donner des cellules musculaires, des cellules osseuses, des cellules cartilagineuses, etc., etc. Ou également, de nouveau, des cellules souches du tissu adipeux. Ceci sous l'effet de ce qu'on appelle une induction. À un moment donné, il faut un signal qui va déclencher la différenciation. On sait aujourd'hui que ces cellules souches sont aussi capables de sécréter des hormones. Il n'y a pas que les cellules matures. Les cellules souches sécrètent également des cytokines. Le renouvellement ou l'autorenouvellement se fait selon deux modes. Soit c'est une division symétrique, la cellule mère donne deux cellules filles et ainsi de suite. Et à un moment donné, il y a une induction, un signal qui fait que les cellules se différencient. Ou alors l'autorenouvellement est asymétrique, comme en bas. Une cellule mère donne une cellule fille et une deuxième cellule fille qui tout de suite se différencient. Comme ça, tout au long de la vie, on a un capital de cellules souches immatures et des cellules différenciées. Chez l'homme, c'est plutôt le deuxième modèle qui est le plus fréquent, l'autorenouvellement asymétrique. Dans un article que nous venons de publier récemment, c'est les travaux du docteur Chloé Trotzier, réalisés donc à Lyon, on a montré qu'il n'y avait pas de différence ni en nombre, ni en fonctionnalité des cellules souches d'une population jeune comparée à une population âgée. Donc, on a prélevé le tissu adipeux, on a compté les cellules et on a vérifié la capacité à former des colonies, la différenciation en différentes lignées, le potentiel angiogénique et le potentiel immunomodulateur. Et les résultats de cette étude donc, sont qu'il n'y a pas, heureusement, il n'y a pas de différence ni en nombre ni en fonctionnalité entre les cellules souches des personnes jeunes et des personnes âgées. Concernant l'application de ces cellules souches du tissu adipeux, nous avons publié il y a plusieurs années un papier qui regroupait l'ensemble des applications. Aujourd'hui, on sait que à peu près tous les domaines de la médecine utilisent ces cellules souches mésenchymateuses. Plutôt maintenant les cellules du tissu adipeux que de la moelle osseuse, parce qu'on a deux sources de cellules souches mésenchymateuses, à ne pas confondre avec des cellules souches hématopoïétiques. Donc, on a deux sources, la moelle osseuse et le tissu adipeux. Aujourd'hui, le tissu adipeux est devenu la source principale parce que c'est plus simple à obtenir par une lipoaspiration et par les déchets, ce qu'on appelle les déchets chirurgicaux qu'on a au bloc opératoire de chirurgie plastique. Ces cellules sont utilisées dans le système pour les spécialistes en cardiologie, en neurologie, en rhumatologie. Et quant à nous, nous utilisons pour la cicatrisation de la peau et notamment chez les grands brûlés. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de différence entre les cellules souches des personnes jeunes et âgées. Ça, c'est un autre papier que nous avons publié. Ni une différence entre l'indice de masse corporelle. Les jeunes comme les personnes en poids normal comme en surpoids ont tous le même nombre de cellules. Par contre, ce qui est important à savoir,
c'est qu'on parle de chiffres moyens, c'est des moyennes de nombre de cellules. Mais quand on prend les catégories et quand on regarde les tranches, ceux qui ont le moins et ceux qui ont le plus par groupe, en fait, on se rend compte que dans chaque groupe, on peut avoir des gens qui ont 118 cellules par centimètre cube de graisse, comme 600 000. 118 000, 600 000. Ici, 12 000 comme 900 000. Ici, 260 000 comme 500 000 cellules par centimètre cube de tissu adipeux. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a une très, très grande variation interindividuelle. Et c'est là, en fait, toute la difficulté, c'est qu'on ne peut pas anticiper sur le fait de qui a combien de cellules. Donc, par conséquent, qui va avoir des cellules, qui va avoir un meilleur résultat que l'autre parce qu'il y a plus de cellules. Ce qu'on sait, en tout cas dans les études, c'est que les fumeurs, les grands fumeurs, ont des cellules qui fonctionnent moins. Ça, alors, ce n'est pas significatif, ce sont des tendances, mais on sait aujourd'hui, et ça, nous, on le voit dans notre spécialité, les grands fumeurs, bah, on a un moins bon résultat dans la greffe du tissu adipeux ou la greffe de cellules chez les grands fumeurs que chez les autres. Alors, la greffe de tissu adipeux, j'ai mis deux catégories. Pour quelle indication? Avant, on s'en servait que pour le volume. Refaire une poitrine, que ce soit en esthétique ou en reconstruction, refaire un visage en esthétique ou en reconstruction. Mais aujourd'hui, on a d'autres applications. On sait que ces cellules souches ont une capacité de régénération majeure. Donc, on peut aussi s'en servir pour l'effet anti-inflammatoire sur des cicatrices inflammatoires ou kéloïdes ou l'effet régénérateur pour la cicatrisation des plaies chroniques. Donc, aujourd'hui, quand on veut faire une greffe cellulaire ou tissulaire, d'abord, quelle indication? Ensuite, comment on va prélever ce tissu adipeux? Il y a plein de techniques. On peut faire un prélèvement manuel, on peut utiliser donc l'aspiration de la seringue, on peut faire un prélèvement à la pompe avec une pompe à pression négative. On a des dispositifs qui vibrent, qui permettent d'obtenir plus vite. Ensuite, comment on va préparer la graisse? Est-ce qu'on va la laver centrifugée? On va la laver filtrée? Est-ce qu'on va la laver, on va laisser décanter? Toutes les techniques sont possibles et valables à partir du moment où on respecte certains principes. Par contre, on sait, il y a des articles, on sait que dès lors qu'on prélève le tissu adipeux, celui que nous obtenons sur la table de chirurgie n'a plus la même composition que le tissu adipeux physiologique, n'a plus la même homéostasie. On perd en cellules, on perd en micro-environnement et on perd en composition tridimensionnelle. On sait que le greffon obtenu doit faire une certaine taille. Aujourd'hui, on sait qu'un greffon greffé, s'il va être revascularisé par la périphérie, donc il va être revascularisé sur 300 microns de la périphérie, puis 500 microns, il va avoir une phase d'ischémie, mais les cellules souches vont permettre une régénération. Par contre, au-delà, c'est perdu, il y aura une ischémie cellulaire, il y aura une nécrose cellulaire. Donc, en gros, un greffon qui survit va faire 600 microns de diamètre. Un greffon qui va être capable de se régénérer va faire à peu près 1000 microns. Au-delà, il y aura une nécrose cellulaire et mort cellulaire au centre. Donc, quand on va faire une greffe de tissu adipeux, on va réfléchir, raisonner. Est-ce qu'on a besoin de l'ensemble? Est-ce qu'on a besoin que de la SVF? Est-ce qu'on a besoin de la matrice ou autre? Et on pourra ainsi adapter le greffon par rapport à notre besoin et l'indication pour le patient. Ce qui est certain, c'est qu'il faut garder ce qu'on appelle la niche, c'est-à-dire ce micro-environnement tridimensionnel, parce que dans plusieurs papiers que nous avons publiés, si vous mettez les cellules sans la matrice, sans le micro-environnement, eh ben, elles ne peuvent pas se développer, elles ne peuvent pas se différencier. Le greffon idéal, il doit avoir donc la taille du lobule idéal. Donc ça, nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait le in vivo sampling, ça veut dire on fait le prélèvement in situ. Il faut qu'il ait la composition idéale par rapport à l'endroit et l'indication. On veut des cellules souches, on veut de la matrice,
on veut des adipocytes de petite taille parce qu'on veut que ça soit anti-inflammatoire. Et ça, c'est nouveau, c'est les travaux de l'équipe de Nice. Il faut qu'il y ait une expression des gènes qui correspondent entre le site donneur, là où on prélève le tissu adipeux, on parle du tissu adipeux autologue, hein, mais entre le site de prélèvement et le site receveur. Donc, il faut qu'il y ait un cross-match entre les deux sites. Pour cela, on va utiliser donc une instrumentation qui maintenant est calibrée, précise, et on va savoir quelle est la taille du lobule qu'on va prélever. Et en fonction donc de la taille donc, de canule de prélèvement, on a des canules en face, des aiguilles à bout mousse qui permettent de réinjecter ces lobules. Donc, tout est étudié maintenant. Vous voyez comment on voit sur ces 3 différentes canules, différents calibrages des trous qui vont permettre d'obtenir différentes tailles de lobules. Et en fonction donc du site, ici par exemple au niveau du visage, des études histologiques que nous avons réalisées montrent qu'on a différentes tailles de lobules par compartiment graisseux. Donc, on va adapter pour, par exemple, le souffle, le suborbicularis oculi fat, on va plutôt mettre ce qu'on appelle la canule nano, c'est-à-dire des microlobules, des nanolobules. Et ainsi, on va adapter le prélèvement in vivo par rapport au site de réinjection. Ça, c'est un sein, donc disséqué sur cadavre, injecté. Vous voyez que la taille des lobules est plus grande. Alors, dans le sein, il y a une autre difficulté, c'est qu'il ne faut pas générer de nécrose parce que ça va être source de microcalcification. Donc, on va adapter les cellules aussi pour ça. Ça, c'est le papier donc, de l'équipe de Denis, de Christian Dany, où ils ont montré qu'en fait, il y a 2 expressions de gènes, le gène OXC10 et le PAX3, et qu'en fait, il y a un gradient céphalocodal entre l'expression de ces gènes. Et on sait aujourd'hui que plus cette expression est proche, c'est-à-dire plus le site donneur est proche du site receveur, mieux sera le résultat. Donc, d'où l'adaptation de notre technique. Par exemple, ici, une chirurgie faciale, donc chez qui je vais réaliser une chirurgie de paupières, mais aussi de greffe de tissu adipeux. Eh ben, je vais plutôt favoriser le prélèvement donc, de la région cervicale par une canule adaptée avec qu'on appelle nano, hein, c'est-à-dire des très petits trous pour sélectionner les cellules que je vais réinjecter autour des yeux. Parce que comme je vous ai montré dans nos études histologiques, nous avons vu que ces cellules, donc au niveau du souffle, étaient donc des lobules très fins. Donc voilà l'instrumentation. On commence par une infiltration au sérum adrénaliné pour diminuer le saignement. Une fois que la chirurgie de paupières est réalisée, donc ça je vais avancer, la chirurgie de paupières est réalisée, paupières supérieures, paupières inférieures. On va procéder au prélèvement donc de tissu adipeux avec ces canules qui contient des tout petits trous pour donc sélectionner des micro-nanolobules. Hein. Donc, on fait la sélection in vivo ensuite du tissu qu'on veut. Ensuite, je change de canule avec des trous légèrement plus grands et je vais prendre un autre fragment tissulaire qui sera greffé ailleurs. Donc, je vais ainsi sélectionner d'emblée 2 ou 3 types de tissus qui vont avoir de différentes indications pour la pommette, pour le menton ou pour le contour des yeux. Donc, voilà comment on prélève le tissu adipeux dans la région cervicale. En plus, il y a le bénéfice d'une lipoaspiration cervicale. Puis, cette graisse sera préparée, lavée, purifiée et réinjectée, comme vous voyez ici, avec des micro-instruments à usage unique adaptés en fonction donc, de la taille du lobule. Donc, voilà comment ça se passe pour la région faciale. On va mettre ce qu'on appelle la nanofat ou la microfat ou la millifat en fonction donc de la taille de ces lobules.
C'est fini. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant cette présentation sur le tissu graisseux et les cellules souches mésenchymateuses? Peut-être que je peux essayer d'y répondre. Sinon, j'enchaîne et je prends. Oui, une question. On va vous donner un micro. Non, non, là. C'est une question vraiment Oui. d'organisation. Et Test. l'exposé est tout à fait clair et tout à fait remarquable, hein. Il n'y a rien à dire. Ce que je voulais savoir, c'est aujourd'hui où on en est sur le plan médico-légal et de la réglementation, parce que c'est un point très important. Les gens font un peu n'importe quoi Tout dans à fait. n'importe quel domaine, et ça serait bien qu'au niveau de l'académie, Alors, vous nous précisiez les choses. Exactement. Donc, moi, je vais vous parler justement de la standardisation de la méthode d'extraction de la greffe, parce que maintenant, il y a une nomenclature très claire. Et puis, Catherine, qui a une pratique libérale, va vous parler de médico-légal et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est de l'ordre des protocoles de recherche, qu'est-ce qu'on peut faire en routine. Voilà, on va essayer d'y répondre tous ensemble.